Bonjour, bienvenue à cette conférence virtuelle réalisée par le Réseau des lesbiennes du Québec, Femmes de la diversité sexuelle. Le réseau est un organisme en défense collective des droits depuis 1996. Donc, il a été créé par l'initiative citoyenne pour revendiquer les droits des communautés lesbiennes. Cette conférence a été créée dans le cadre du 8 mars, donc Journée internationale des droits des femmes. C'est Julie Vaillancourt, directrice des communications, qui va vous présenter la première partie qui traite justement des enjeux des femmes au Québec. Et Alain Ortegon va présenter la seconde partie de cette conférence. C'est une collaboratrice spéciale qui travaille sur les enjeux spécifiquement des femmes LGBTQ+, à travers le monde, parce que, comme nous le savons, plusieurs inégalités persistent envers nos communautés, que ce soit entre les femmes elles-mêmes, mais également entre les hommes et les femmes. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Merci beaucoup. Donc voilà, Journée internationale des droits des femmes. Donc on est ici pour le célébrer. Et merci d'être là pour nous écouter, hein, parce que le slogan de la journée de cette année, je ne sais pas si vous voyez l'épinglette, mais c'est genre écoutons les femmes. Donc merci, vous êtes là manifestement pour les écouter. Hein. On devrait en envoyer quelques-unes à certains paliers de gouvernement. Voilà, donc mon message politique est passé, j'arrête là. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais préparer un PowerPoint pour la journée d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on a déjà fait l'introduction. À savoir, donc j'espère que vous voyez tout bien. Là, je suis en train de gérer mon Zoom. Parfait. Donc, voilà. Donc, moi, la première partie, environ 45 minutes, je vous dirais. 45 minutes, 50 minutes. Après, on va prendre une pause, puis Alan va vous présenter sa partie. L'idée, c'est vraiment d'aller du général au particulier ou à des particularités, là, si on veut. À savoir que la présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre donc, de la mission d'éducation populaire du RLQ. Donc, on désire vraiment le mettre de l'avant, l'histoire puis le parcours des femmes LGBTQ+. Donc, quand je dis qu'on va commencer vraiment dans le particulier, on va vraiment définir la nomenclature. On va regarder les populations auxquelles on s'intéresse. Puis par la suite, on va aller dans des cas plus particuliers d'oppression ou dans des populations qui sont peut-être un peu plus invisibilisées. Voilà. Donc, on commence par les bases. Donc, quand on parle de LGBT, puis je vais revenir plus spécifiquement tantôt aux composantes de l'acronyme. On estime la population LGBT à plus ou moins 10 donc 10-12 là, je dirais, c'est l'estimation qui est communément admise par les groupes communautaires en défense des droits des personnes LGBT. C'est tiré aussi du fameux rapport Kingsley paru en 1953. Ça tend encore à faire consensus aujourd'hui selon divers sondages, que ce soit la Fondation Émergence, donc ici c'est une source de la Fondation Émergence que je vous présente, que ce soit la Fondation Jasmin Roy qui a fait une étude statistique là, il y a quelques années déjà, ou même Statistique Canada. Cela étant dit, en termes de sondage, il faut garder en tête qu'il y a de nombreuses personnes qui n'osent pas s'affirmer, soit parce qu'elles sont victimes d'oppression dans leur milieu, soit qu'elles vivent, par exemple, de l'homophobie. Donc, homophobie, on va le définir ici. Hein? Donc, c'est toutes les attitudes négatives envers l'homosexualité qui peuvent mener à la discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, envers les gays, envers les lesbiennes, envers les personnes bisexuelles, LGBTQ-phobie ou à l'égard des personnes perçues comme telles. Quand on parle d'homophobie intériorisée, c'est vraiment l'intégration de messages négatifs sur l'homosexualité. Et donc, chez les personnes LGB, ça peut entraîner une haine de soi et ou un malaise face à la diversité sexuelle pouvant aller jusqu'au dénigrement là, et au rejet. Évidemment, dans le cas d'une lesbienne, on va parler de lesbophobie. Puis c'est une chose dont on ne parle pas assez souvent. Hein? Et donc, par exemple, une femme qui va aimer les femmes pourrait ressentir un dégoût vis-à-vis de son orientation sexuelle hein, parce que socialement, on lui a dit qu'elle était dégueulasse hein, ou que c'était condamné socialement par la loi, par la religion, etc. La lesbophobie hein, ajoute à l'homophobie la notion de sexisme du fait d'être une femme. Et puisque l'égalité homme-femme est loin d'être atteinte, ben, c'est une notion qui est d'autant plus importante. Je passe rapidement sur la lesbophobie puis ses composantes parce que Allen, dans la deuxième partie de la conférence, va y revenir plus amplement. Mais je voulais d'abord cibler hein, les défis liés à l'orientation sexuelle, puis au sexe biologique femme. Puis je vais d'abord commencer par définir hein, les distinctions liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre et l'expression de genre, parce que socialement, on a parfois tendance
à toutes les mettre dans le même bateau, puis à confondre aussi leurs enjeux propres, à juger aussi de leur pertinence selon la visibilité, selon la couverture médiatique du moment, selon même parfois certains phénomènes de mode ou de vogue. Et donc, pour être certaine qu'on se comprend, on va faire là, la distinction d'entrée de jeu, hein, et par la suite, là, on va définir les différents acronymes. Donc voilà, donc j'ai changé de PowerPoint, j'espère que vous les voyez. Donc on a un beau graphique hein, de la Fondation Émergence où on vous parle finalement de l'identité de genre. Donc première chose, la manière hein, dont on se sent intérieurement. Donc homme, femme ou quelque part entre les deux ou ni l'un ni l'autre. Donc vous voyez hein, sur le graphique, vous voyez donc femme, vous voyez homme et vous voyez non-binaire. Donc c'est ici qu'on situe là, le discours sur la non-binarité. On va avoir l'expression de genre aussi, hein, c'est la manière dont la personne exprime son identité face à autrui. Donc, par exemple, ça inclut aussi les comportements que la personne va adopter, hein, comme le langage corporel, comme son apparence physique, hein, vêtements, coiffure, maquillage, etc. Donc, encore une fois, vous avez l'expression de genre féminine à gauche, à droite, vous avez masculine, et dans le milieu, là, vous auriez androgyne. Le sexe biologique, ben, c'est le sexe hein, que la biologie a identifié comme étant mâle ou femelle selon l'apparence des organes génitaux et leur capacité de reproduction. Femmes, hommes et intersexes dans le milieu, je vais y revenir tantôt quand on va définir les différentes composantes. Et on a l'orientation sexuelle, donc qui est l'attirance sexuelle, émotionnelle ou affective, là, qui implique généralement là, la capacité d'entretenir des relations intimes avec des personnes du même genre que nous ou d'un genre différent. Donc, homosexualité en opposition à l'hétérosexualité et vous avez la bisexualité qui se retrouve au centre. On a la composante socioculturelle qui est extrêmement importante, hein? C'est-à-dire c'est ce qui est accepté en termes de statut social pour un individu dans une société donnée. On va l'avoir dans le cas de la société québécoise, je dirais, mais Alain va vous en parler là, beaucoup plus que moi à ce niveau. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, quand on parle de communauté LGBTQ+, nécessairement, on se reconnaît vis-à-vis de certaines oppressions vécues dans la société hétéronormative, mais aussi il y a des distinctions en toutes les lettres de l'acronyme. Et avant de définir ces fameuses lettres-là, on va regarder ensemble en avant-première, et oui, attention, roulement de tambour, un extrait hein, d'un sondage qui a été effectué par le RLQ l'année dernière, à savoir qu'on n'a pas encore publié les résultats, mais pour vous, aujourd'hui, vous avez une avant-première sur certaines statistiques. C'est le cadeau qu'on vous faisait pour la Journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est une des plus grandes enquêtes jamais réalisées auprès des populations de femmes au Québec. Tenez-vous bien, hein, le RLQ a réussi à rejoindre, attention, roulement de tambour, 723 répondantes. Hein? Donc, ça veut dire 723 femmes de la diversité sexuelle. Et là, je le sais, vous vous dites, mais mon Dieu, elles sont où? Ouais. Donc, ça, c'est encore la grande question. Hein? Elles ne sont pas assez visibles. Voilà. Donc, sans blague, hein, l'enquête complète devrait sortir. Là, je ne sais pas, Julie pourra le confirmer tantôt, mais devrait sortir donc le 17 mai là, en l'honneur de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Rajouterons ici lesbophobie, biphobie, panphobie et toutes les phobies, hein, bien sûr. Et donc, pourquoi les statistiques sont importantes? Je fais une parenthèse parce qu'elles nous permettent de connaître les enjeux de nos populations, hein, au-delà des discours populaires, au-delà des oui-dire aussi, au-delà des vagues de population médiatisées. Ça permet une représentation aussi tangible, hein, ça permet d'accéder à des subventions pour faire rouler les organismes en défense collective des droits, notamment parce que l'égalité juridique en beau être atteinte dans plusieurs cas, hein, du moins ici au Québec, mais l'égalité sociale demeure là, un combat de tous les jours. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, avec des statistiques, on a des sous, puis avec des sous, bon, on bonifie les recherches et les études sur nos populations pour les aider là, davantage. Donc, c'est un cercle qui se nourrit, c'est un cercle aussi qui est essentiel là, à la survie des populations marginalisées. Donc, si vous regardez le PowerPoint que vous avez devant vous, donc, à savoir qu'on a rejoint, si je ne m'abuse, donc des femmes dans les 17 régions administratives du Québec, en proportions différentes, vous vous en doutez. Hein, ici, vous voyez là, sur le graphique, 46 Montréal, 10 Montérégie et 9 là, dans la capitale nationale, où il y a des très bons réseaux, des réseaux très forts aussi là, implantés en termes de population LGBTQ+. La moyenne d'âge des répondantes aussi est de 39 ans. Puis, on a rejoint
des femmes de la diversité sexuelle de 18 à 88 ans. Et voilà. Donc voilà, donc les personnes qui s'identifient comme femmes exclusivement, oui, donc vous voyez ici, personnes qui s'identifient comme femmes exclusivement, on est à 64 personnes qui s'identifient comme femmes plus autres termes, on est à 21 et vous avez les personnes qui s'identifient à autres à 15 On va y revenir tantôt dans les définitions. Donc, si je continue avec mon graphique au niveau de l'orientation sexuelle des personnes, donc on a plus de 50 qui s'identifient comme lesbiennes, suivi de bisexuels et de pansexuels. Je vais revenir aux termes là, aussi tantôt, je vais vous les expliquer. Et le sondage en démontre aussi qu'elles sont plus scolarisées, mais qu'elles ont un revenu moindre en comparaison avec leur niveau d'études. Donc, malheureusement, ça ne nous surprend pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, ces graphiques-là sont importants pour expliquer aussi la répartition des orientations sexuelles, des identités de genre, de l'expression de genre, comme je vous ai dit tantôt, de voir aussi comment les femmes de la diversité sexuelle s'identifient. Ça nous permet aussi de constater que davantage de femmes se disent lesbiennes, même si le terme est encore très occulté socialement ou plus ou moins en vogue. Il y en a beaucoup qui se disent femmes aussi. Donc, c'est une statistique importante à ne pas oublier, quand socialement, nous en sommes à revoir certains termes, certaines appellations qui se réfèrent à des enjeux spécifiques. Donc, voilà. Au niveau des diverses identifications, donc j'ai dit que j'allais vous en parler tantôt, je vais y toucher brièvement. Mais je pense que, bon, dépendamment d'où vous vous situez dans votre connaissance du milieu puis de l'acronyme LGBT, que peut-être que pour vous, c'est juste du réchauffé, ce que je vais vous dire. Je pense que c'est important de les définir parce que souvent, on adopte un terme. Il y a certaines personnes qui adoptent des termes, ça devient un peu fourre-tout. Ce n'est pas nécessairement défini. Donc, les définitions que je vous donne, elles proviennent du lexique de la Fondation Émergence. Donc, sur le site web, on a vraiment un lexique très, très complet pour définir les diverses identités. Donc, vous allez avoir, évidemment, c'est des termes qu'on a retrouvés dans notre sondage aussi. Donc, c'est pour ça que je fais référence quand je disais qu'il y a des personnes qui s'identifient à autres. Bon, bien, qu'il y a des personnes qui s'identifient à autres termes. Donc, ça peut être ces termes-là. Donc, par exemple, on a queer, donc, qui est un terme d'origine anglo-saxonne, qui était utilisé comme une insulte envers les personnes LGBTQ+, jusqu'à ce qu'il soit réapproprié par la communauté. Donc, ce terme-là est maintenant utilisé par des personnes qui s'identifient à une identité de genre, à une expression de genre ou à une orientation sexuelle en dehors de la norme sociale et qui n'adhèrent pas au binarisme. C'est un terme qui peut avoir une connotation politique, qui a souvent une connotation politique, et c'est certain que pour certaines personnes, puisque c'est une réappropriation d'un terme dit offensant, parce que queer en anglais, ça veut dire bizarre, etc. Donc, ça peut être particulièrement offensant pour certaines personnes qui le percevraient comme une insulte. Cela étant dit, c'est communément une réappropriation dans le milieu. On va avoir bisexuel, LLE, donc on peut mettre au féminin et au masculin, donc une personne qui ressent l'attirance romantique et ou sexuelle pour les deux genres, donc par exemple les femmes. On va avoir pansexuel, LLE, donc qui se met au féminin et au pluriel aussi, donc une personne qui ressent de l'attirance affective et ou sexuelle pour des individus de tout genre, d'où le terme pan, donc femme, homme et non-binaire. On va voir le thème intersexe, j'en ai parlé tantôt. Donc, les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques sexuelles, génitales, hormonales, gonadiques ou chromoscomiques, et je m'en farge, et qui ne sont pas toutes exclusivement mâles ou femelles, donc selon les normes médicales en vigueur. À savoir qu'il y a beaucoup de personnes intersexes qui ont subi dans leur enfance donc des interventions médicales irréversibles pour leur imposer donc un des deux sexes. On a aussi non-binaire, donc une personne dont l'identité de genre n'est ni exclusivement masculine ni exclusivement féminine. Donc, c'est une identité qui peut se définir comme un mélange de féminin et de masculin, à la fois féminin et masculin ou aucun des deux. On va avoir asexuel, LE, donc qui se met aussi au masculin et au féminin, donc une personne qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle. Donc, la sexualité se décline sur un spectre, donc qu'on va appeler communément ACE, donc une personne qui se situe à l'intérieur de ce spectre-là. Ces personnes-là se sentent aussi parfois en marge d'une société qui est, je vous apprends rien ici, très sexuée, très sexualisée. On a le terme cisgenre aussi, donc, qui définit une personne dont l'identité de genre correspond au genre et au sexe assigné à la naissance. Donc, le préfixe latin cis va signifier du même côté.
en opposition au préfixe trans qui signifie de l'autre côté, et ça me permet de définir trans, hein, qui est un terme générique qui désigne une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Donc, le mot trans va englober hein, les mots transgenre et transsexuel. Ce dernier, d'ailleurs, est considéré comme obsolète hein, puisqu'il comporte une connotation médicale sexualisante puis met l'emphase sur certaines chirurgies d'affirmation de genre. Et évidemment, tout ça, c'est à ne pas confondre avec le terme travesti, IIE, qu'on met au féminin ou au masculin. Voilà. Donc, je vais revenir à la définition de la bispiritualité tantôt, donc du terme Two Spirit, parce que je vais en parler plus en détail. Donc voilà, j'espère que vous me suivez encore et que je ne parle pas trop vite. Donc, on a défini les termes. Maintenant, on va définir hein, les grands moments de l'histoire, du moins du Québec et du Canada, qui ont fait en sorte que on peut se dire aujourd'hui une société plus juste, du moins au niveau législatif, en ce qui a trait aux droits LGBTQ+. À savoir que c'est certain que quand on compare ailleurs dans le monde, et vous allez le voir là, en seconde partie avec Allen, c'est certain qu'au Québec, au Canada, on est des précurseurs là, à certains niveaux. Donc, décriminalisation de l'homosexualité hein, au Canada en 1969 avec le Bill Omnibus, hein, où Pierre Elliott Trudeau là, décriminalise donc l'homosexualité, c'est-à-dire que, évidemment, une relation sexuelle entre deux adultes consentants hein, va être finalement là, décriminalisé. Évidemment, on parle pas de l'espace public ici. Et il y a tout un grand discours, mais là, je fais juste lancer une date comme ça, donc je n'ai pas le temps malheureusement de m'y attarder, donc je vais juste vous donner des grandes dates pour voir comment ça va changer là, au niveau des mentalités par la suite. 1973, l'Association américaine de psychiatrie va retirer l'homosexualité de sa liste de maladies mentales. Bien sûr, là, ça n'efface pas la stigmatisation et les préjugés, encore une fois, mais ça nous amène là, vers une société qui va être un peu plus juste à ce niveau-là. 1977, interdiction hein, des discriminations basées sur l'orientation sexuelle au Québec. Le 17 mai 1990, vous allez avoir l'Organisation mondiale de la santé qui retire hein, l'homosexualité de sa liste de maladies mentales. C'est pour ça hein, c'est pour ça qu'on a choisi hein, cette fameuse date du 17 mai hein, pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. En 2005, reconnaissance hein, du mariage entre personnes du même sexe au Canada, hein, à savoir que le Québec avait déjà célébré son premier mariage entre conjoints de même sexe en 2004, mais ça va être entériné au gouvernement fédéral en 2005. En 2016, on va avoir l'interdiction à des discriminations fondées sur l'identité ou l'expression de genre dans la Charte québécoise. Et en 2021, le gouvernement Trudeau va déposer un projet de loi, donc le projet de loi C6, qui vise à modifier le code criminel afin d'interdire les thérapies de conversion. Donc, une pratique controversée qui vise à changer l'orientation sexuelle d'une personne. Et donc, comme on en est rendu là et que c'est un sujet hein, qui est d'actualité, les thérapies de conversion, donc je voulais vous présenter Florence Ashley, qui est juriste et bioéthicienne et qui figure hein, parmi le fameux hymne de portrait de la journée visitée lesbienne de l'an dernier. Donc, c'est une initiative qu'on refait cette année au réseau. Mais c'est une figure qu'on avait mis de l'avant l'année dernière là, dans le magazine. Puis justement, je suis tombée sur une émission de radio, la Radio-Canada, où elle nous parlait des thérapies de conversion. Et donc, je vais vous présenter ce fameux extrait. Voilà, donc ça va comme suit. Donc, Florence Ashley qui commente là, les thérapies de conversion. Vous savez, le gouvernement Trudeau a déposé un projet de loi pour modifier le code criminel afin d'interdire les thérapies de conversion, une pratique controversée qui vise à changer l'orientation sexuelle d'une personne. Alors, pour parler de ce projet de loi C6, nous joignons Florence Ashley, juriste et bioéthicienne. Ses travaux portent sur le droit et les enjeux de la santé chez les personnes trans, avec un intérêt particulier pour les approches thérapeutique envers les jeunes trans. Florence Ashley, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous tout d'abord, quelles sont exactement les thérapies de conversion? Oui, donc les thérapies de conversion, ce sont des tentatives de changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des jeunes et
Donc, souvent, ça va être des choses comme tenter de décourager les comportements qui ne sont pas conformistes dans le genre chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Et souvent, le but, c'est de prévenir que les enfants grandissent gays ou trans dans le futur. Mhm. Ces thérapies de conversion sont-elles choses communes au Canada? Oui, c'est surprenamment commun dans mes travaux. Je remarque que les gens sont souvent surpris à quel point c'est commun au Canada. Dans les populations trans particulièrement, on parle d'environ 12% des personnes trans qui ont vécu des thérapies de conversion dans leur vie au Canada. Quand même. Et maintenant, qu'est-ce que le projet de loi C6? Donc, le projet de loi C6, c'est un projet de loi qui vise à changer le code criminel pour prohiber les thérapies de conversion, le fait de mener une personne à entreprendre une thérapie de conversion, le fait de faire de la publicité de thérapie de conversion et le fait d'emmener une personne mineure en dehors du pays pour les thérapies de conversion. Une chose qui est importante de noter, c'est que le projet de loi criminalise les comportements envers les personnes mineures et les comportements des thérapies de conversion forcées sur les personnes majeures. Mhm. Alors, expliquez-nous, qu'en est-il, pourquoi faut-il agir pour interdire ces thérapies exactement, l'importance de ce projet de loi? Oui, donc c'est extrêmement important de prohiber les thérapies de conversion parce que les thérapies de conversion sont nocives pour les personnes LGBTQ. Mes travaux portent surtout sur les personnes trans et chez les personnes trans, on parle de 4 fois le taux de suicidalité si la personne a vécu une thérapie de conversion avant l'âge de 10 ans et on parle de 2,7 fois pour les personnes ayant vécu à tous âges. Donc, on parle vraiment d'un impact négatif majeur sur la santé mentale qui a mené à bien des fois à plusieurs suicides. Je pense notamment à Lila Alcorn aux États-Unis qui est morte de suicide après avoir été soumise à des thérapies de conversion. Donc, c'est vraiment une question de bien-être pour les populations LGBT, mais c'est aussi un gage d'égalité, de dire, d'envoyer le message, les personnes LGBTQ sont désirables, c'est des vies désirables dans la société et on ne doit pas essayer de décourager une personne d'être elle-même. Oui, c'est une atteinte à l'identité de la personne. Donc voilà, donc je vais l'arrêter ici pour l'extrait radio là, en lien avec le projet C6 puis Florence Ashley. Si jamais vous voulez l'écouter au complet, ça va me faire plaisir là, de vous mettre le lien pour aller sur cette émission-là de Radio-Canada pour l'écouter. Voilà. Et si jamais tout le sujet lié aux thérapies de conversion vous intéresse, du moins si vous voulez en savoir davantage, je vous suggère ces 2 films-là. Donc, 2 films qui se situent aux États-Unis. Il faut à savoir qu'aux États-Unis, dans beaucoup d'États du Sud, avec la religion catholique qui est très présente, il y a encore beaucoup de thérapies de conversion. Donc, The Miseducation of Cameron Post, c'est un bon exemple. Ou encore Boy Erased, qui est basé aussi sur la biographie du garçon qui a vécu la thérapie de conversion. C'est extrêmement intéressant et c'est sur Netflix si vous voulez le voir. Donc, présentement, voilà. Donc, voilà, donc pour la pub cinéma, voilà. Évidemment, il y a davantage, il y a plein d'autres défis qui demeurent à plusieurs niveaux en lien avec les populations de femmes LGBTQ+. Évidemment, je vous en présente quelques-uns ici. Encore une fois, ça reste une conférence qui est un peu en surface. Là. Je pense qu'en 45 minutes, 1 heure, on ne peut pas tout aborder. Moi, je ne peux pas tout aborder de ce qui se passe au Québec. Mais je pense qu'évidemment, tout commence par l'égalité des genres. Avant d'être femme de la diversité sexuelle, on est d'abord femme. Donc, on subit tous les enjeux liés à l'égalité homme-femme et il en demeure plusieurs. Malheureusement, il s'agit d'ouvrir la TV ou les journaux, surtout aujourd'hui, pour
prendre conscience. Donc, invisibilité, préjugés, présomption d'hétérosexualité, hein, ce sont des enjeux qui sont liés à la visibilité aussi, ou à son manque de visibilité. Hein. Commençons par le premier préjugé hein, qui découle de la présomption d'hétérosexualité. Ou, vous savez, qui vient avec la fameuse phrase, hein, mais t'as pas l'air lesbienne, ça paraît pas, et donc qui génère la question, mais ça a l'air de quoi au final, une lesbienne? Donc, on pourrait appliquer là, cette présomption-là hein, d'hétérosexualité à d'autres contextes, hein, par exemple celui de l'éducation à la petite enfance, où on va avoir bon, de nombreux intervenants qui vont encore présumer hein, que tous les enfants ont un papa et une maman, sans prendre de cas de figure au niveau de deux mamans, par exemple. À l'inverse, hein, plusieurs vont présumer que parce que tu es lesbienne, ben, tu n'as nécessairement pas d'enfant. Donc, ça engendre hein, des difficultés dans les milieux de l'éducation, mais aussi dans le milieu de la santé et des services sociaux notamment. Hein, difficulté d'accès à certains services publics de santé. Hein, le coming out, malgré soi, là, qui va découler aussi de la présomption d'homosexualité est fréquent. Hein. Pensez-y, du docteur au dentiste, hein, on vous demande presque tout le temps si vous avez un chum ou vous êtes toujours amené finalement à faire un pseudo coming out, que ce soit en lien avec le chum ou les enfants. Et pour une lesbienne, hein, d'être constamment dans le coming out, c'est parfois gênant. Parlant de gêne, hein, chez le gynéco, il y a plusieurs lesbiennes où c'est l'horreur. Hein, par exemple, est-ce que vous vous protégez lors de vos relations sexuelles avec votre chum? Ça, c'est la fameuse question. Ou par exemple, hein, le fameux test PAP, donc le virus du papillon humain, hein, qui peut amener à des risques de cancer. Il y a plusieurs professionnels de la santé qui vont omettre encore de le faire passer aux femmes de la diversité sexuelle. Hein, parce que, bon, c'est transmissible par les contacts entre organes génitaux et plusieurs vont présumer hein, que donc c'est pas transmissible entre deux femmes parce que, évidemment, on dirait qu'on ne touche pas. Donc voilà, donc évidemment, je grossis, je fais de l'humour lié à ça, mais c'est pourtant, hein, c'est une des causes, là, le cancer du col de l'utérus, une des causes de morbidité chez plusieurs femmes et donc toute femme hein, devrait nécessairement là, passer le test, on s'en doute. Et donc, hein, si tu ne fais pas confiance au système de santé, ben, encore une fois, ça peut amener beaucoup d'isolement, de détresse psychologique. Et déjà, oui, c'est une problématique qu'on voit dans la communauté de femmes LGBTQ+, hein, notamment liée à l'isolement, liée au rejet. Ça peut amener aussi des idées suicidaires. Voilà. Un autre défi, ben, ça demeure encore dans le manque de recherche ciblée. Hein. C'est pour ça qu'au RLQ, on a fait une recherche, on a ciblé la population, mais aussi un manque de recherche ciblée en lien avec l'analyse différenciée hein, selon les sexes, donc qui consiste à analyser séparément la situation des hommes et des femmes pour mettre en lumière là, les différences et les inégalités. Et aussi, ça permet de développer hein, des interventions pour réduire les écarts entre les sexes. Donc, ça engendre évidemment un manque de financement et de ressources là, pour les femmes. Cela étant dit, il y a des ressources qui existent. Hein. Je vous ai mis ici là, un document du Réseau québécois d'action pour la santé des femmes qui a été fait, qui est inspiré d'un rapport. Encore une fois, si vous voulez que je vous mette le lien, là, je pourrais vous mettre le lien là, suite à la conférence dans la discussion. Je sais aussi que Alain va parler de la lesbophobie dans une perspective intersectionnelle. Donc, je ne vais pas m'y attarder, là, je ne vais pas prendre le temps d'en parler davantage. Je sais qu'elle va toucher à ce point-là, donc je vais la laisser discuter de ça. Mais évidemment, hein, je voulais faire un petit coucou à la négation hein, de l'orientation sexuelle qui entraîne évidemment la l'incivilité et le retour au placard, notamment pour plusieurs aînés LGBT. Je pense que quand on parle des défis qui demeurent à plusieurs niveaux, en lien avec la population vieillissante, c'est important qu'on parle des femmes aînées LGBT. Hein. Plus l'âge est élevé, plus vous avez de chance, malheureusement, et le mot chance est très mal choisi, hein, plus vous pouvez avoir d'expériences de rejet, de discrimination, et qui vont être présentes là, à divers niveaux, hein, que ce soit juridique, médical, religieux, social. Pour plusieurs aînés LGBT, hein, entrer en CHSLD ou en maison de retraite, c'est aussi là, un retour au placard, un retour à l'isolement et à la solitude. Donc, les personnes LGBT hein, ont un soutien familial aussi qui est plus limité. Certaines vont avoir subi du rejet de leur famille biologique et vont tendre à avoir moins d'enfants. Donc, elles sont moins nombreuses aussi à être mariées ou à vivre avec une conjointe. Et donc, elles vivent souvent plus seules. D'où l'importance de la famille choisie.
Hein, la famille choisie, c'est toutes ces personnes-là qui vont former, qui vont être les amis de longue date. Les ex-partenaires de vie aussi vont tenir une place importante dans la vie des LGBT. Donc, ça s'oppose, entre guillemets, là, à la famille biologique, la famille choisie. Donc, ça va être la principale source de soutien pour plusieurs années LGBT qui vont avoir rompu là, leur lien avec leur famille d'origine. Lorsque cette dernière, finalement, a rejeté ou n'a jamais finalement accepté leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc, c'est un point important. Et en dehors de la conjointe, de la conjointe, il y a 59 des aînés LGB qui vont indiquer que les amis sont les premières personnes à contacter en cas d'urgence, contre 9 pour la famille. Donc, c'est une donnée de la Fondation Émergence. Je pense que c'est très probable, c'est très éloquent, ça en dit long. On a aussi la maltraitance chez les aînés. En 65 des LGB déclarent avoir subi de l'homophobie, de la violence verbale, des menaces, des agressions physiques ou sexuelles, de la discrimination, des menaces aussi de divulguer leur orientation sexuelle. Donc, d'où l'importance d'assurer la bientraitance. Donc, d'éviter les attitudes d'exclusion, de démystifier les préjugés, d'adopter les bonnes pratiques. Donc, des discours inclusifs et de ne pas présumer de l'hétérosexualité. Évidemment, je vous ai mis ici là, 2 programmes importants hein, de la Fondation Émergence, donc Pour que vieillir soit gai et Famille choisie, qui s'attardent sur ça ici. Et il y a aussi là, la charte de bientraitance envers les personnes aînées, lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, qui a été faite par la Fondation Émergence et qui incite notamment là, plusieurs milieux de vie hein, aînés à signer cette charte-là là, pour évidemment qu'on aille vers une société plus juste pour les amis LGBT. Donc, voilà. Donc, je vais prendre un peu d'eau. Donc, on va parler un peu de bispiritualité. Encore une fois, c'est une réalité à laquelle on trouvait important de donner un écho. En tout cas, encore une fois, on survole hein, certaines notions en cette journée de la femme, mais des notions qui sont importantes de mentionner et de rementionner. Notamment quand on parle hein, de bispiritualité, hein, je vais vous donner la définition, encore une fois, du lexique de la Fondation Émergence. Hein. C'est vraiment, donc, comme vous voyez ici, donc, une personne autochtone hein, d'Amérique du Nord qui incarne à la fois un esprit féminin et un esprit masculin. Donc, il peut s'agir d'une question d'identité de genre, d'expression de genre ou d'orientation sexuelle. C'est un concept qui peut également avoir une dimension sociale ou spirituelle. La bispiritualité s'inscrit dans la tradition de la diversité sexuelle et de genre dans les cultures autochtones avant la colonisation. Donc, à noter hein, qu'il va y avoir d'autres mots aussi plus spécifiques qui peuvent exister dans différentes langues autochtones. La bispiritualité aussi est symbolisée là, par le 2S en anglais, d'où le terme Two Spirit. Donc, dans le sigle LGBTQIA2S+, donc c'est là que vous le voyez apparaître. Voilà, donc j'ai réussi. Donc, les personnes bispirituelles ou les Two-Spirit hein, étaient traditionnellement considérées comme des personnes douées parmi les Premières Nations du Canada, puis occupaient aussi des positions respectueuses au sein de leur société. Évidemment, la colonisation puis l'introduction de doctrines religieuses ont provoqué un changement de paradigme de leurs croyances traditionnelles, en particulier en ce qui concerne donc l'orientation sexuelle puis l'identité de genre. Encore une fois, hein, on sait encore trop peu de choses sur les personnes bispirituelles qui vivent dans les réserves, sur les défis auxquels elles sont confrontées dans leur cheminement de vie. Comme beaucoup de populations minoritaires et marginalisées, elles se heurtent encore une fois hein, au manque d'études, au manque de statistiques sur leur population et donc au manque de financement. Comme je le disais tantôt, c'est une roue qui tourne, puis c'est un espèce de cercle vicieux. Et il en découle nécessairement de la désinformation puis des préjugés liés au manque de sensibilisation. Dans les secteurs aussi de la santé et des services sociaux, on a un manque de formation concernant les défis auxquels sont confrontés les individus bispirituels. Donc, c'est nécessaire de former, d'adapter aussi les pratiques professionnelles. Puis de proposer là, des interventions culturellement conformes, peu importe les services concernés, hein, qu'on parle de santé sexuelle, de santé mentale, toxicomanie, alcoolisme, violence faite aux femmes, etc. Donc, l'inclusion hein, des compétences culturelles dans le curriculum vitae des programmes de sciences infirmières
a été et est encore un sujet d'intérêt là, parmi les écoles canadiennes en sciences infirmières. Et plus que jamais, les infirmières cliniciennes doivent aussi tenir compte du contexte culturel de leurs patients lorsqu'ils évaluent leurs besoins en matière de santé et qui fournissent des services pour les adapter davantage. Et donc, puisque la santé des personnes bispirituelles dépend de multiples déterminants sociaux, en remettre en cause le modèle de genre binaire imposé pendant la colonisation est essentiel pour permettre aux personnes bispirituelles de retrouver donc leur place légitime au sein de leur communauté. Et donc, nécessairement, là, les effets de la colonisation, donc perte de valeur, perte de la langue, la migration forcée, la violence, la victimisation, sont des notions qui ne sont pas négligeables. Au même titre que le racisme systémique et la violence policière faite aux femmes dans les communautés autochtones, pas uniquement la violence policière, la violence en général. Je pense que les actualités plus ou moins récentes nous l'ont prouvé. Et on a aussi la Commission Vien, qui a conclu que les Autochtones du Québec sont victimes de discrimination systémique. Le système public a été incapable d'offrir les services auxquels les communautés autochtones ont droit. Et c'est quelque chose que le commissaire Jacques Vien exprimait lors de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Et je cite, que ce soit en matière de santé physique, de santé mentale, de justice, d'espérance de vie, de parentalité, de logement ou encore de revenus, les difficultés vécues par les peuples autochtones du Québec font la démonstration claire de la faillite du système public à répondre à leurs besoins. Donc, c'est ce que le commissaire Vien a conclu, en lançant aussi 142 appels à l'action. Voilà. Au niveau de la bispiritualité aussi, tantôt, je parlais qu'il y avait très peu de recherches, mais en préparant cette conférence-là, on est tombé aussi sur un mémoire de maîtrise de Patrice Larrivée de l'Université de Terre-Neuve, qui s'intitule On Being Two-Spirited in AUHA. Puis là, j'ai encore massacré le nom, je suis désolée. Je ne suis pas trop bonne pour la prononciation comme ça. Et donc, le but de cette étude-là, c'était vraiment d'explorer l'expérience vécue par des personnes bispirituelles à AUHA, donc une communauté crie de la baie James. Et donc, les résultats de cette étude-là ont vraiment révélé un chemin migratoire très intéressant en 4 étapes que tous les participants ont entrepris pour compléter leur processus d'affirmation d'eux-mêmes en tant qu'individus bispirituels. Et donc, c'était les 4 éléments suivants. C'était « je constate ma différence », c'était la guerre, donc j'ai dû m'enfuir. Et par la suite, j'ai voulu rentrer à la maison. Et c'est des résultats qui révèlent un parcours migratoire entrepris, comme je disais, par tous ces participants-là. Et donc, ils ont d'abord été conduits à l'extérieur de leur communauté pour compléter leur processus d'acceptation avant que ce processus-là, une fois accepté, en guillemets, les ramène dans leur communauté d'origine. Et donc, dans sa thèse, Patrice Larrivée disait la famille et la communauté sont tous deux au cœur de l'identité des individus créés. Tous les participants ont mentionné donc soit un désir de renouer avec la famille séparée, soit un sentiment de responsabilité envers les institutions CRI comme justification du retour dans leur communauté. Donc voilà, donc c'est quand même une belle recherche qui nous présente de l'intérieur la facette bispirituelle dans cette communauté CRI-là. Donc voilà. Évidemment, on parle de violence systémique, c'est extrêmement important parce que oui, je parlais tantôt de la commission Vien et justement, en réponse à la commission Vien, il y a certaines femmes autochtones qui considèrent que malgré ce fameux rapport, puis les 142 appels à l'action et l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, que leur voix, encore une fois, en prend très peu d'espace dans les solutions préconisées. Et donc, faire valoir sa voix, c'est quelque chose qui demeure problématique, oui, pour les femmes des communautés autochtones, mais pour de nombreux groupes de femmes. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle Écoutons les femmes, que c'est le slogan de cette année. Et donc, à commencer par le mot « femme » qui semble disparaître peu à peu du vocabulaire au profit de certains thèmes qui se veulent inclusifs. Donc, je vous en ai mis ici quelques-uns. Or, et c'est une réflexion que je lance, devrions-nous pas toutes revendiquer le mot « femme » et se mettre sous l'ombrelle de ce même mot
pour le rendre plus fort. Hein. Donc, revendiquer le mot, notre parole, pour ainsi mettre de l'avant les problématiques propres à toutes les femmes, en ne négligeant pas le racisme systémique, la lesbophobie, la transphobie, la biphobie, la panphobie, le classisme, les femmes de minorités culturelles et ethniques, les femmes réfugiées, handicapées, etc. Et donc, en forçant les femmes à se diviser entre elles, on force la comparaison entre leurs oppressions en portant un jugement de valeur sur leur vécu. Et c'est une division qui génère une discrimination sociale, mais également structurelle, provenant même d'organismes. Par exemple, prioriser une lettre de l'acronyme au détriment d'une autre, ça revient aussi à invisibiliser une communauté. Et ça a un impact sur le financement et donc sur les droits des femmes LGBTQ+. Et ça tend à diviser au lieu de rassembler, qui est en soi une problématique. Voilà. Et bref, c'est important de nommer nos oppressions, nos divers vécus, oui, parce que c'est aussi ce qui nous rapproche, puisque souvent, sans même le savoir, on fait face aux mêmes défis. Par exemple, toutes les femmes ont subi un jour ou l'autre une oppression qui découle du patriarcat, à commencer par tout ce qui se rapporte au sexisme. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui avait jadis lié le mouvement féministe. C'est dans les années 70, le lesbianisme avait mal à paraître sans l'ombrelle du féminisme. Aujourd'hui, avec l'égalité législative, l'égalité juridique, comme on l'a vu tantôt, les lesbiennes, les femmes de la diversité sexuelle peuvent défendre des problématiques spécifiques à leur population de par le financement octroyé et la reconnaissance des droits. Cela étant dit, l'égalité sociale n'est pas acquise. Et donc, comment l'exiger d'ailleurs pour les femmes LGBTQ+, alors que les femmes se battent encore pour l'égalité homme-femme? Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, donc je pense que la force de collaboration entre les mouvements LGBTQ+, et féministes est nécessaire pour que les femmes soient égales, visibles, reconnues, puis qu'elle n'ait pas peur de marcher dans la rue après 20 heures. Et donc là, vous allez dire, c'est drôle et tout, blablabla. C'est plus ou moins drôle. Donc, il y a eu un article dans le Daily Mail, UK, Australia, qui posait la question, que feriez-vous si tous les hommes disparaissaient pour 24 heures? Donc, je vous laisse répondre à la question dans votre tête. Donc, que feriez-vous si tous les hommes disparaissaient pendant 24 heures? La réponse, tristement, ça traduit avec éloquence l'aveuglement de nos sociétés. La réponse, je vais vous la dire, l'écrasante majorité des femmes, on avait des pourcentages, ont déclaré qu'elles voulaient simplement marcher dans la rue, seules, le soir. Parce que, en temps normal, elles ne se sentent pas en sécurité de le faire. Et donc, des femmes agressées dans l'espace public parce qu'elles sont des femmes, ça arrive tous les jours. Et je vous invite d'ailleurs à ce sujet-là à lire l'article d'Emmanuelle Bremshay, donc une étudiante qui a publié la semaine dernière dans la presse un article qui s'intitule « Je suis fatiguée d'avoir constamment peur ». Et donc, ça se réfère justement à cette question-là qui était posée dans le Daily Mail. Donc, voilà. Donc, sujet de l'heure. Donc, évidemment, on va finir sur une note positive. Nécessairement, il faut continuer à lutter contre les préjugés, contre la lesbophobie. Sortir de l'ombre, contrer l'invisibilité. Pour le faire, il faut investir l'espace public, même si tous les hommes ne disparaissent pas de la planète pendant 24 heures. Évidemment, je me réfère à ma blague d'avant. Au RLQ, évidemment, on tente aussi de faire notre part par le biais de divers événements. Je pense que créer des événements qui nous rendent visibles, comme la Journée de visibilité lesbienne, qui date de 1982, c'est une chose extraordinaire pour nos communautés. Je pense que mettre en place aussi des lieux sécuritaires, on l'a vu, c'est une demande nécessaire qui répond à un besoin criant de plusieurs femmes, comme je viens de vous le dire. Évidemment, créer des programmes aussi de formation, donc des outils d'éducation populaire pour mieux démystifier. Donc, on a fait aussi, nous, la tournée Empowerment des femmes LGBT, qui propose aux femmes de comment résister, des techniques pour résister aux agressions sexuelles. Donc, je pense que de se donner de l'empowerment, de se donner des outils pour comprendre notre force, puis pour la valoriser, je pense que c'est extrêmement important. Et aussi, quand on parle d'outils d'éducation populaire, c'est aussi très important de revaloriser les expériences, les réalités
et les enjeux des femmes LGBTQ+, à travers leurs paroles. Et donc, c'est pour ça aussi, justement, qu'aujourd'hui, on lance le livre Histoire vraie, True Stories, donc qui est un livre, comme son titre l'indique, d'histoire vraie. Mais ces histoires-là ont été écrites par des femmes de la communauté LGBTQ+ québécoise, donc qui prennent la parole pour écrire dans leurs mots, à travers leurs plumes, leurs histoires. Donc ça, c'est une forme d'empowerment aussi. Puis c'est un geste positif qu'on peut faire. Donc voilà, donc sur ces belles paroles positives, c'est ici que se termine ma partie de la conférence. Ma collègue Aline poursuivre avec sa conférence. Puis d'ailleurs, Aline a écrit dans ce livre-là. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça. Aline, la parole est à toi par la suite. Merci beaucoup. Un peu comme Marie-André disait, là, ça fait longtemps que je me penche sur les enjeux des personnes LGBT un peu dans le monde, non seulement parce que je suis lesbienne, mais aussi parce que je viens d'ailleurs. Donc, la réalité qu'on vit, comme Julie aussi disait, ici et ailleurs n'est pas toujours la même, puis la compréhension de celle-ci non plus. Donc, j'aimerais vous parler grosso modo de comment on vit ou comment s'articule la violence faite aux femmes et aux lesbiennes, plutôt les femmes lesbiennes, ailleurs dans le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes-là dans toute cette réalité comme globalisée. Donc, si Cynthia me ferait le plaisir d'avancer ma diapo là. Oui, merci. Donc, comme vous voyez ici, c'est une carte du monde qui a plein de couleurs. Puis, les couleurs, pourquoi j'ai mis cette carte-là, c'est parce que, malgré qu'on a 193 pays au monde reconnus, en fait, dans 70, la législation pour les droits LGBT n'est pas encore claire ou bien elle est inexistante. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Mais aussi, la législation est contre les droits des personnes LGBT. Puis, comme je vous disais, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des pays où c'est clairement illégal d'être homosexuel. Donc, il y a des pénalités qui ont été comme dictées dans les lois pour ces personnes qui s'identifient comme homosexuels, lesbiennes. Mais il y a aussi des pays où il existe toute une législation contre le fait d'être homosexuel. C'est-à-dire que tout ce qui est la présomption aussi de l'homosexualité, parce qu'ailleurs dans le monde, ça n'existe pas cette notion-là où elle n'était pas comme tout à fait présente de la sortie du placard ou du coming out. Ici, je pense que comme Julie l'a dit au début, on a souvent plein de coming out à faire. Ça dépend où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. Mais dans d'autres pays, étant donné que l'homosexualité est toujours un tabou, ou bien elle est illégale, on ne fait pas face forcément à se dévoiler, à dire voilà, je suis lesbienne. Donc, il faut toutes les mêmes étapes qu'on fait ici pour faire nos nombreux coming out. Dans d'autres pays, c'est des stratégies pour cacher qu'on est lesbienne. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, toutes ces lois-là, souvent, elles sont dictées d'une façon bien évidemment juridique. Cependant, elles se basent aussi beaucoup sur la présomption de l'homosexualité. Pourquoi la présomption? Parce qu'il n'y a pas telle quelle des preuves qui peuvent prouver justement l'homosexualité. Souvent, c'est des conclusions que les gens font à partir des femmes qui sont ensemble, admettons, qui marchent dans la rue, des femmes qui partagent l'appartement, une des femmes ou les deux là qui ont l'air un peu plus dites masculines, qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas des enfants. Cependant, comme vous le savez, rien de ça est synonyme, comme Julie le disait aussi, du fait d'être lesbienne. Puis, sur la carte, les couleurs qui sont un peu comme rouge, orange et brun, là, c'est tous les pays où les peines contre l'homosexualité, c'est soit la peine de mort, soit la prison plus de 7 ans ou même à vie et d'autres traitements cruels, admettons là. Puis, les pays qui sont un peu plus, disons, comme en avance par rapport aux juridictions pour protéger les personnes LGBT, coïncident aussi que sont les pays plus démocratiques où les droits aussi des femmes sont un peu plus respectés. Donc, ça vient comme aussi en conséquence, quand vous voyez la carte, ça porte préjugés à d'autres pays,
Il y a certains pays qui sont un peu plus foncés, où on sait qu'il y a d'autres sœurs de violence vécues par les femmes qui sont très présentes et qui aussi passent sans aucune, ben, en toute impunité, en fait. Donc, Cynthia, si tu pourrais passer la diapo. Comme on peut parler, Julie, aussi, dans ce qu'elle a dit, la lesbophobie, c'est la violence faite aux femmes et aux lesbiennes, plus précisément. Puis elle s'enracine dans beaucoup de choses, en fait, que probablement ici en Occident, on n'est pas tout à fait comme consciente de toutes ces prérogatives, en fait. Mais je vais vous les expliquer. Comme je le disais encore une fois, il existe l'hétéronormativité, donc la présomption comme quoi tout le monde toutes les femmes sont hétérosexuelles, et avec l'hétérosexualité vient aussi cette idée-là du mariage en général, de devenir mère aussi, puis de certains paradigmes que la société a conçus de ce qui est une femme, disons la femme aussi qui est un peu plus comme qui répondent à des stéréotypes de genre et des stéréotypes sociaux aussi des femmes. En plus, cela, ça vient comme c'est tricoté un peu plus avec le machisme, que finalement, comme probablement vous le savez, c'est les attitudes en contre les femmes qui viennent des hommes. Puis c'est aussi beaucoup de pratiques au niveau social qui vont à l'encontre des droits et du respect des femmes, et dont les lesbiennes aussi sont la cible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, le machisme fait en sorte que pour beaucoup de personnes, le fait de se dire lesbienne, c'est comme si on prétendait être ou devenir homme, quand ce n'est pas forcément ça, comme si on voulait copier une modèle qui vient évidemment avec les attentes de ce qui est un homme. Puis, ça vient remettre en question aussi soit la virilité, soit la masculinité des hommes dans une société. Puis, étant donné qu'il y a, disons, des femmes comme les lesbiennes, qui selon cette façon de penser, viennent comme questionner c'est quoi un homme, c'est quoi tous les droits et obligations aussi liés aux hommes. Il existe une certaine forme de violence qui découle du machisme, qui se crée contre les lesbiennes. C'est-à-dire, beaucoup de ces femmes-là vont faire face souvent à la maltraitance souvent qui vient des hommes, que ce soit dans la société à large ou bien dans la famille. Puis, ce machisme-là va aussi forcer certains comportements aux femmes, là, et les force à certains comportements, comme on va voir un peu plus avant, mais comme les mariages forcés, les thérapies de conversion, etc. Mais aussi à toutes ce dont on vient de parler, l'hétéronormativité et le machisme, qui viennent aussi comme tricoter encore une fois un peu plus. Là, il y a la société et la culture. Qu'est-ce que je veux dire par là? La culture qui aussi nous impose encore une fois un autre paradigme de comment est-ce qu'il faut être dans la culture à laquelle on appartient. Moi, je viens de l'Amérique latine, donc il y a un modèle, admettons, des femmes latino-américaines auquel normalement je suis supposée de répondre. La société aussi, ça peut être la société dans un pays quelconque, dans une ville quelconque aussi, ou bien la société à laquelle on fait partie de façon un peu plus individuelle et plus proche, que ce soit la société comme nos familles, les écoles qu'on fréquente, etc. Tous ces éléments-là, l'hétéronormativité, le machisme, la société et la culture, sont tentés aussi d'autres circonstances qui viennent soit donner des avantages ou des désavantages à une femme lesbienne face à la violence. Et dans ces désavantages aux privilèges qu'il pourrait avoir, on trouve les statuts socio-économiques. Plus on est pauvre, on a moins, disons, de ressources pour se défendre de toutes sortes de violences et de discriminations. Moins on connaît aussi nos droits. Pourquoi? Parce qu'avec les niveaux économiques et sociaux vient aussi souvent l'accès à l'éducation. Plus on est scolarisé, plus aussi on peut saisir les moyens qu'on a pour se défendre. Après, il y a la religion aussi.
et les religions qu'on pourrait dire qui sont un peu plus conservatrices, qui imposent encore une fois une façon d'être pour les hommes et les femmes et un modèle à suivre. Et avec ça, ça vient aussi, ou ça découle beaucoup plus que lorsqu'on ne répond pas à ce paradigme-là religieux, on développe, disons, là, d'autres sentiments qui viennent aussi comme punir dans un autre niveau les lesbiennes. Donc, la culpabilité, par exemple, ou l'idée aussi d'aller en enfer, étant donné qu'on est lesbienne. La famille aussi va jouer un rôle très, très important, soit dans le vécu de la lesbophobie, soit aussi dans la défense, admettons, des personnes lesbiennes. Pourquoi? Parce que souvent, la famille, au sein de la famille, ça va être les premières violences qu'on va vivre. Parce que d'habitude, les premières personnes à se rendre compte soit qu'on est lesbienne, soit qu'on ne répond pas à tous les stéréotypes qu'on est supposé des réponses, ça va être souvent papa, maman et toute la famille. Puis la famille aussi, selon l'endroit où on est, selon les pays, selon la culture et la religion, a aussi comme des attentes à répondre par rapport à notre entourage. Encore une fois, dans certains pays, la réussite aussi de la famille se voit si toutes les femmes de la famille ont été mariées, si elles ont fait un bon mariage et aussi si elles ont beaucoup d'enfants, admettons-le. Puis étant donné qu'en général, les lesbiennes ne se marient pas, ou une grosse partie n'ont pas d'enfants, ça vient comme remettre en question le modèle familial d'où viennent ces personnes-là. Comme je vous disais au début, quand on parlait de la carte du monde, souvent dans les pays où il y a moins de démocratie, où il y a beaucoup plus de violences faites aux femmes, ça coïncide aussi que les femmes sont de plus en plus comme vulnérables aux violences, puis les lesbiennes aussi. Dans tout ça, et encore là, comme englobant tous ces éléments-là, il y a ce que nous, on connaît ici comme très bien au Québec, c'est le filet de sécurité, que ce soit parce qu'on est une société un peu plus inclusive qu'ailleurs, parce qu'il existe aussi beaucoup d'organismes qui donnent des services pour les personnes qui sont vulnérables. Et ailleurs dans le monde, il y a même des législations qui empêchent les organismes communautaires d'ouvrir ces portes, d'exister. Et encore beaucoup plus si ces organismes-là s'identifient comme des organismes LGBT. Donc, tous ces éléments-là dont je viens de vous parler vont faire en sorte qu'il y aura un environnement propice à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, donc sur le fait d'être lesbienne. Cynthia, peux-tu passer à nouveau, s'il te plaît? Souvent, et surtout ici, je remarque ici en Occident ou au Québec, quand on parle de la violence que les lesbiennes peuvent souffrir ou en faire face, on n'a pas comme beaucoup d'exemples, puis on n'arrive pas à réaliser comme l'ampleur de ce qu'on peut vivre ailleurs en tant que lesbienne. Donc, je vais vous donner quelques exemples et après, on va continuer. Quand on parle de violence psychologique, bien évidemment, c'est une sorte de violence qui cherche à mépriser une personne, à la rabaisser, à infuser, à créer une certaine peur dans sa tête et dans sa façon de vivre. Puis comment est-ce qu'on vit ces sortes de violences? L'intimidation, comme vous le savez, l'intimidation existe à l'école, au travail, dans les rues. Le système politique aussi parfois est intimidant. Et les lesbiennes souvent se font dire, comme on le sait à l'école, plein d'insultes. Donc, des insultes aussi que se répètent dans la rue et que malheureusement, il n'y a personne qui réagit souvent à ce genre d'insultes. Et comme vous le savez, l'intimidation peut même, dans des extrêmes, amener une personne au suicide. La méprise, c'est tout le temps de mettre les lesbiennes dans une situation, dans tous les sens, comme inférieure et vulnérable, juste par le fait d'être lesbienne. Il y a comme automatiquement, dès qu'on s'identifie comme lesbienne, dans certaines sociétés, on perd comme les privilèges en fait d'être en sécurité et
d'évaluer par ce qu'on est. Les critiques, bien évidemment, c'est les critiques qui se manifestent de différentes façons, que ce soit à juste la personne même ou bien au niveau familial. C'est quoi que le fait d'être lesbienne va apporter à la famille de négatifs et donc à la société aussi. Et la chaîne comme ça commence à s'allonger et s'élargir aussi, dans le sens que dans des pays où la communauté est très importante, on a le sentiment de vivre tous ensemble comme si on était dans une seule maison. Là, dès qu'une personne est identifiée comme homosexuelle, disons la mauvaise chance que souvent on va attacher à la personne homosexuelle, ça va comme tacher toute la société. Puis aussi, le silence. Le silence, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aussi qu'on ne peut pas en parler, que ce soit de ce qu'on vit, des violences dont on fait face, ou bien juste le fait de ne pas pouvoir s'identifier en tant que lesbienne et de ne pas pouvoir faire ce qu'on appelle ici au Québec notre coming out. C'est aussi une autre forme de violence psychologique. Pourquoi? Parce qu'avec le silence aussi, il y a la peur qui s'enracine de plus en plus pour que personne sache ou personne s'imagine que, admettons que je suis lesbienne. Après ça, on a la violence sociale, que ici au Québec, heureusement, ça n'existe pas tant là. J'imagine que ça existe, mais je ne connais pas vraiment des cas comme ça. Mais dans d'autres pays, la marginalisation est vécue par les lesbiennes est très, très forte, dans le sens que non seulement en tant que femme, un peu comme on l'a déjà dit, on a moins d'accès à certains droits et à certains privilèges, comme l'éducation même, mais encore plus en tant que lesbienne, parce que la notion d'être lesbienne dans certaines sociétés, c'est d'être vraiment comme de porter une charge négative sur nous ou dans nous. Et donc, il faut laisser de côté la personne. Et avec ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne ne peut pas se développer dans tout son potentiel, que ce soit pour avoir un emploi, pour vivre d'une façon décente, admettons, là, pour avoir un salaire qui vienne avec les efforts que la personne fait, aussi qui n'est pas des accès comme des qualités au système de santé. Suivant les personnes homosexuelles et lesbiennes, sont traités comme s'ils portaient déjà comme des maladies de transmission sexuelle ou bien des maladies, comme si le fait d'être lesbienne, c'était contagieux aussi. Donc, toutes ces sortes de marginalisation vont faire en sorte qu'une personne va rester comme ostracisée, puis elle ne pourra pas se développer comme elle est supposée de se développer. Le contrôle social, ça parle premièrement juste du fait que les mariages, disons, égalitaires n'existent pas partout. C'est pas forcément que je suis tout à fait comme je ne pense pas que ça doit être. C'est pas que je ne pense pas, c'est que je pense pas que le fait que les mariages égalitaires existent veut dire qu'une société quelconque est complètement positive pour les personnes homosexuelles, non. Mais le fait aussi qu'il n'existe pas, je pense que ça nous donne déjà une idée assez bonne de comment la société conçoit les relations entre personnes du même sexe et comment il empêche, admettons là, que ces personnes-là puissent être ensemble et jouir de tous les droits qui donnent aussi les mariages. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste admettons au Mexique, c'est pas légal de vouloir concevoir un enfant par assistance avec une insémination artificielle si on n'est pas marié avec un homme, donc dans un mariage hétérosexuel. Puis, dans certaines cliniques, ils peuvent même nous exiger être mariés et par les civils et par l'Église. Donc, c'est aussi une autre forme de contrôle social où, disons que les homosexuels n'ont pas le droit de se reproduire. Et aussi dans d'autres pays où la religiosité est très, très, très forte et aussi la société fait en sorte qu'elle décide de comment on va vivre les mariages forcés est très présente. Et les mariages forcés, ça va être souvent une alternative pour la famille d'essayer comme de faire guérir la personne de l'homosexualité ou bien pour essayer de contraindre comme tous les effets négatifs que l'homosexualité d'une femme pourrait apporter, admettons, dans la famille et dans la société.
la solution la plus rapide, admettons, là, c'est de la forcer à se marier. Puis et avec ça, comme on peut l'imaginer aussi, c'est de la forcer à vivre un rôle qu'elle ne veut pas. C'est la forcer à vivre avec quelqu'un, à avoir des rapports sexuels avec ces personnes-là qu'elle n'a pas choisies. Puis aussi, à la forcer à vivre à l'encontre de ce qui est complètement ce qu'elle cherche pour elle-même. Dans la violence physique, ça, parfois c'est très difficile de l'imaginer, mais malheureusement, ça existe. Dans certains pays, on peut faire l'acte de lynchage, en fait, de tabasser les homosexuels à mort, d'avoir des traitements cruels envers eux pour leur causer la mort, donc la torture, suivant les séquestres, aussi pour soit les maltraiter, soit les torturer. Puis, ces phénomènes-là existent parce que les gens se sentent comme dans l'autorité d'infliger certaines violences aux gens, étant donné que comme être homosexuel est mal vu puis est contre la loi, n'importe qui se sent avec les droits de faire peu importe quoi pour donner une certaine punition, admettons, aux lesbiennes. Puis dans toutes ces punitions-là, que malheureusement la société les rend légitimes, étant donné que la lesbienne est à l'encontre de ce qui dit la loi et aussi probablement la religion, il existe ce qu'on appelle malheureusement viol correctif, que comme le nom le dit déjà, bah, c'est une viol, c'est une relation sexuelle forcée, mais avec l'idée que cette viol puisse faire devenir à la femme, admettons, hétérosexuelle, ou qu'elle puisse commencer à aimer les hommes. Le viol correctif, bien évidemment, ne va jamais fonctionner de cette façon-là. Et dans certains pays, comme on va le voir un peu plus tard, comme l'Afrique du Sud, le viol correctif est tellement courant que les statistiques démontrent qu'une femme se fait violer minimum 10 fois dans sa vie et que systématiquement, toutes les lesbiennes sont violées. Et toujours dans cette idée-là de corriger la personne, de la sauver aussi de certains malheurs au niveau social ou religieux. Et encore là, c'est comme accepté de façon sociale. Donc, voilà. Quand on parle de violence religieuse, je sais qu'ici au Québec, admettons, on est un peu plus éloigné de la religion et de tout ce qui a fait, mais je pense qu'on connaît très bien l'histoire avant la Révolution tranquille. Puis, on peut savoir, on a une notion déjà assez forte de ce que la religion peut faire dans une société. Puis, dans certains pays encore là qui sont extrêmement religieux, où la loi même est dictée par la religion, il existe la répudiation, donc qu'une personne qui s'identifie comme lesbienne ou que quelqu'un dit qu'elle est lesbienne, elle va être expulsée genre de sa famille ou de son quartier. Puis, dans certaines communautés africaines aussi, de son village. Et donc, la femme commence à être finalement un peu plus comme dans une mode de vie un peu plus comme de l'itinérance. Puis, aussi, on sait et ça se fait vite là qu'une telle personne a été répudiée de son village parce qu'elle était lesbienne et toute se fait rendre vulnérables les femmes qui sont dans cette situation jusqu'à qu'elles puissent arriver, soit en général dans un autre pays où elles puissent comme recommencer une vie. L'excommunion, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, mais c'est quand dans la religion catholique, on va enlever comme les droits d'être catholique, on va expulser de la religion catholique à la personne. Puis, il y a certaines personnes que tiennent énormément à sa religion. C'est pas pour tout le monde, admettons, c'est pas, ça s'oppose pas le fait d'être lesbienne au fait d'être une personne croyante, admettons là, ou une personne religieuse. Donc, ça pourrait être vraiment comme nuisible pour la personne et très, très forte en fait comme châtiment. Il existe aussi certains traitements, comme je l'ai parlé au début, là, que ce soit les thérapies de conversion, puis sinon aussi les
les rituels de guérison, que ce soit avec des chamans, admettons là, ou d'autres sortes de magiciennes, et par d'autres sortes comment je peux dire, comme des médecines, si je peux l'appeler comme ça, alternatives, admettons là, où on va chercher par l'utilisation soit des plantes, des rituels, etc., que la personne guérisse de l'homosexualité. Il existe aussi l'exorcisme. Je connais une ou deux cas encore là au Mexique, parce que c'est là où je connais le plus, des personnes qui se sont fait exorciser en prétendant enlever comme les démons qui causaient l'homosexualité pour cette personne-là. Donc, et aussi dans certaines communautés d'Afrique, les personnes qui s'identifient comme homosexuelles, souvent vont être traitées de sorcières. Donc, avec une personne qui est, qui est identifiée, admettons, comme une sorcière, il faut aussi la répudier, la faire sortir du quartier. Puis souvent, c'est des personnes qu'on enterre vivantes. Pourquoi? Parce que c'est des personnes, admettons, qui font du mal à l'entourage. Donc, quoi que ce soit, d'être identifié comme ça, évidemment, c'est pas positif pour personne. Là. De d'autre côté, il existe aussi, par rapport à la religion, la culpabilité. Le sentiment de culpabilité pour certaines personnes qui sont plus croyantes ou plus religieuses, admettons, là, c'est un sentiment vraiment comme punitif, admettons, se sentir coupable de ne pas pouvoir respecter ce qui est leur religion et ce qui dicte leur Dieu, c'est vraiment handicapant pour certaines personnes. Ça crée la frustration, ça aide à développer avec le temps certains problèmes de santé mentale, puis qu'il y a aussi des conséquences qui pourraient aller même jusqu'à le suicide. Si tu peux avancer, Cynthia, s'il te plaît. J'ai mis ici des exemples pour voir un peu plus de façon concrète ce que la lesbophobie fait. Je vais citer quelques exemples de personnes que ça fait pas si longtemps, sauf pour un exemple que je vais vous donner, sont décédées par le fait d'être lesbiennes. Les cas que moi je trouve un peu plus comme forts parce que ça va représenter plein de choses qui sont comme niées pour les lesbiennes ou plein des aspects de la société où les lesbiennes semblerait qu'ils n'ont pas le droit d'exister. C'est le cas de Madame Eudi Simelan, j'espère ne pas tracasser trop son nom de famille, en Afrique du Sud, où je vous disais tout à l'heure que le viol dit correctif est très courant pour les femmes en général, mais encore un peu plus pour les lesbiennes. Ces femmes-là, c'était une joueuse de football qui, depuis son jeune âge, je pense que même avant d'avoir 10 ans, elle s'est toujours identifiée comme lesbienne. Une fois qu'elle s'est démarquée dans le sport et qu'elle a eu un peu plus d'influence au niveau social, elle a commencé aussi pour militer pour les droits des lesbiennes en Afrique du Sud. Puis, il y avait une paradoxe avec elle dans le sens que d'un côté, elle était protégée parce qu'elle était une personne visible, parce qu'elle était une personne très connue, mais de l'autre côté, elle était aussi très vulnérable, justement parce qu'elle était très connue et très visible. Cette femme-là, malheureusement, était retrouvée proche de son terrain d'entraînement, morte, violée, encore une fois. Puis, ce que je trouve assez comme flagrante des sœurs comme des violences comme les degrés de violence auxquels les lesbiennes peuvent faire face, c'est que cette femme-là a été retrouvée avec 25, elle a été poignardée 25 fois dans le visage. Donc, bien évidemment, c'est une violence avec une cruauté extrême. Puis, qu'est-ce que finalement ça nous renvoie comme message? Admettons là que dans le sport, les lesbiennes ne sont pas bien vues, ne sont pas bien accueillies, que les lesbiennes dans une société, elles ne sont pas non plus bien accueillies, bien vues, puis que les lesbiennes méritent et le viol et la mort, puis en plus toute la cruauté par laquelle j'imagine que ces femmes-là ont trouvé la mort, juste avec le fait d'être poignardées sur le visage. Il y a aussi au Brésil, Madame Marielle Franco,
que c'était une politicienne, en fait, qui était elle travaillait beaucoup plus dans les domaines, elle était conseiller municipal. Puis, toute sa lutte s'est basée, en fait, sur les droits des femmes, premièrement, puis aussi les droits des personnes LGBT, étant donné qu'elle aussi, elle était lesbienne. Et puis, elle dénonçait les différences et toutes les violences qui sont faites aussi dont les personnes noires font l'objet au Brésil, étant donné qu'il y a une mixité entre blancs et noirs là-bas. Donc, elle faisait comme toute une lutte assez complète, disons là. Puis finalement aussi, par le fait d'être lesbienne, elle a été retrouvée morte. Puis, et aussi, une des choses qui est particulière avec elle, c'est que c'était une femme qui était en couple depuis longtemps avec sa partenaire. Elle ne le cachait pas. Puis elle avait aussi une enfant avec ces femmes-là. Puis lorsqu'elle est tuée, encore une fois, c'était elle a été tuée avec son chauffeur par une balle, en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de cet acte-là? C'est que, encore une fois, les violences qui souffrent les Noirs dans une majorité blanche ne sont pas à dénoncer, que les personnes LGBT ne sont pas non plus à défendre, que la maternité entre lesbiennes et le fait de vivre ensemble, la conjugalité, n'est pas non plus comme acceptée dans une société, donc il faut se débarrasser de cette personne-là. Après, on a ça date d'un peu plus de temps, Monica Briones au Chili, mais j'ai décidé d'aborder comme son exemple, étant donné que c'est au Chili, la journée de la visibilité lesbienne a été choisie en fait le jour qu'elle est décédée. Elle est décédée au début de formes un peu plus nébuleuses. On disait que c'était parce qu'elle avait eu un accident de voiture. Cependant, on sait qu'il y a eu beaucoup plus une personne, une militaire apparemment, qui a attaqué cette personne-là qui était visiblement lesbienne et qui était souvent traitée comme une personne excentrique, d'une artiste un peu plus comme, disons, un peu plus folle. Elle a été attaquée, puis elle a été tuée par, comme je vous disais, par une militaire. Entre autres, elle a été tabassée, puis à la fin, comme c'était proche d'une autoroute, son corps a été lancé dans l'autoroute et quand la police était arrivée, ils ont interprété beaucoup plus que la personne était décédée à cause d'un accident de voiture. Mais ils n'ont pas analysé comme vraiment toute la scène du crime. Et même dans l'autopsie, il y a eu des évidences qui ont été comme ignorées. Au Mexique, la militante aussi, Maria Guadalupe Hernández Flores, c'est une militante qui, un peu comme les autres, militait pour les droits des femmes, pour les droits à l'avortement, pour le libre choix, pour les droits des personnes LGBT. Puis, elle a été séquestrée, violée aussi, puis enterrée à moitié vivante, admettons, là. Puis elle a été aussi attaquée avec une arme de feu et un couteau. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Ah bon, et je voulais aussi vous parler, probablement qu'on les connaît, ces cas-là, c'est Madame Sarah Egassi. C'était une Égyptienne qu'au moment donné, ça fait comme c'était dans toutes les nouvelles, étant donné qu'elle avait été emprisonnée en Égypte parce qu'elle a participé dans une manifestation. Puis dans ces manifestations-là, elle avait un peu comme une cape, mettons là, les drapeaux de la communauté LGBT. Donc, elle a été identifiée comme une personne LGBT. Elle est allée en prison. Puis, durant la prison, elle a été violentée, que ce soit au niveau physique que sexuel. Puis, une fois qu'elle a été relâchée, elle est venue au Canada en tant que réfugiée. Puis, finalement, elle a lancé, je me souviens plus si c'était via Facebook ou Twitter, elle a lancé un message à un moment donné qu'elle ne pouvait plus de la douleur et de la peur qu'il vivait à cause comme genre de stress post-traumatique, la séquelle qu'il avait laissé dans sa vie, le fait d'être lesbienne. Puis finalement, elle s'est donné la mort soi-même.
Et comme si ça, c'était pas assez, malheureusement, elle n'a pas pu, étant donné son statut ici, elle n'a pas pu se faire enterrer en Égypte que pour certaines religions et communautés. Elle était, à moins que je me trompe, musulmane. C'est très important de se faire enterrer, admettons, dans les pays où on est né. Puis, bien évidemment, avec toutes les rituels, si je peux les appeler comme ça, qui demandent un terme musulman. Donc, elle n'a pas pu se faire enterrer non plus tel que ça lui convenait un peu plus. Donc, si tu peux avancer, Cynthia, s'il te plaît. Oui. Donc, quand on voit tous ces crimes-là, bien évidemment, ça nous révolte, ça n'a pas une logique quelconque. Et quand j'ai vu ça nous envoie un message en tant que citoyens du monde et que citoyens de certains pays, comme quoi, encore aujourd'hui, en 2021, l'homosexualité, le fait d'être femme, le fait aussi de lutter pour certaines causes, que ce soit comme les droits des personnes homosexuelles, les droits des femmes, l'avortement, tout ce qui remet en question la société et qui offense la société n'est pas bien accepté. Et c'est plus facile de faire disparaître ces personnes-là que juste de vivre avec. Puis, la façon dont ces personnes-là ont été ont décédé, ça a été analysé en fait par une commission au Mexique qui fait une étude de comment les homosexuels au Mexique ont été tués pour sortir des caractéristiques qui ont les crimes haineux à cause de l'homosexualité. Puis ils ont sorti certaines caractéristiques que, comme je vous disais, on peut retrouver dans la plupart des crimes par orientation sexuelle partout. C'est pas juste au Mexique. Et ça fait aussi comme ça vient prouver ce qu'on voit dans la société, comment la société s'exprime par rapport aux lesbiennes. Ces crimes-là ont comme finalité la mort, mais aussi humilier la victime. On sait que pour les homosexuels, admettons, là, les faire traiter de certains mots, c'est une façon de les humilier. Les viols, c'est une façon de les humilier aussi. Puis l'humiliation, ça vient comme une punition finalement, comme finalement rire de ce que la personne est, lui démontrer à quel point ça ne vaut pas. Ces personnes-là n'ont pas de valeur. La punir, il faut que ce crime-là donne un certain exemple de ce que les homosexuels peuvent souffrir s'ils continuent, entre guillemets, à être homosexuels. Donc, la notion de punition est très présente dans ces crimes-là. Puis aussi, le fait d'exterminer la personne. Exterminer la personne dans certains pays, notamment le Mexique, il y a eu un temps, dans les années 2000, début 2000, que c'est quand je suis venue ici, en fait, où les homosexuels, que ce soit les femmes, les personnes transsexuelles, puis les hommes aussi, on retrouvait souvent leur cœur coupé en petits morceaux, puis jeté dans n'importe où, là, dans des sacs en plastique, ou quand on retrouvait leur cœur comme complet. Souvent, c'était avec des inscriptions, avec des coupures, admettons là, qui disaient, admettons, j'étais tuée parce que j'étais lesbienne, parce que j'étais butch, ou même des mots qu'on utilise d'une façon en général péjorative. Puis le fait, admettons, de couper une personne en morceaux, ou même de poignarder, comme on l'a vu avec la joueuse de football, son visage 25 fois, c'est une façon de l'exterminer, de ne pas laisser comme trace de ce qui est ces personnes-là. Malheureusement, ces crimes, comme on a vu tout à l'heure, cherchent d'un côté à nettoyer la société. Pourquoi? Parce que souvent, dans les pays qui ne protègent pas les droits des personnes homosexuelles, l'homosexualité est encore perçue comme un crime, comme un péché, et aussi comme quelque chose de très négatif pour la société. Donc, l'idée de tuer des lesbiennes, admettons, là, c'est de nettoyer la société, de nettoyer un pays, puis d'enlever les méchants, admettons. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans certaines communautés maghrébines, il existe l'idée que là-bas, l'homosexualité n'existait pas et que l'homosexualité, c'est qui la pratique, admettons là, ou pour qui ça existe, a été ramenée par les Blancs lors des colonisations, en fait.
Donc, c'est toujours genre une maladie d'ailleurs, et d'ailleurs du côté vraiment d'Occident. Et dans ce sens-là, c'est aussi la notion finalement du nettoyage. Qu'à mon avis, je pense qu'avec le temps, on devrait aussi qualifier tous les crimes haineux pour orientation sexuelle comme une sorte de génocide, étant donné que le génocide cherche aussi, ou il y a derrière le concept de génocide, la notion de nettoyage social. Je pense, comme je vous disais, qu'à un moment donné, il faudrait comme avancer dans cette réflexion-là. En plus, ces crimes-là passent en fait dans la totale impunité. Suivant les crimes des homosexuels, c'est tout le temps, on va les justifier comme si c'était un crime passionnel, euh, comme si en fait c'était les résultats d'une logique. La personne n'est pas bien dans la société, elle a des comportements qui ne sont pas acceptés, donc on va les punir, puis c'est normal. À toute action, il y a une réaction. Les faits qui n'existent pas de loi que condamne ouvertement ou de façon claire les crimes haineux, c'est une façon finalement de rendre légitimes ces crimes-là, étant donné que personne va voir la punition qu'ils font pour ces crimes. Puis en plus, la société aussi, par les faits qu'il existe, que ce soit des blagues, admettons, lesbophobes, misogynes, etc., et que tout le monde rit ou en fasse partie, ou que personne conteste la répression qui suit les lesbiennes. C'est aussi finalement une façon de légitimiser les crimes au niveau social. Bon, ces crimes-là aussi, ben, comme je vous disais au début, là, ils s'enracinent ou ils sont beaucoup plus nombreux dans des pays où il n'y a pas une jurisprudence claire de protection, qui a beaucoup plus une jurisprudence de punition envers la communauté LGBT, puis la protection sociale où ça n'existait pas. Quand il y a beaucoup, quand les personnes n'ont pas les ressources économiques ou d'éducation pour se défendre, les gens ont tendance d'abuser de cette vulnérabilité-là, puis et ça rendre c'est un abus justement de la vulnérabilité des personnes. Donc, cette haine-là est en train de tuer beaucoup de gens. Il y a beaucoup encore des pays où malheureusement aussi les crimes apparemment envers les lesbiennes et les femmes, on dit qu'ils n'existent pas étant donné qu'il n'y a pas de statistiques qui se font là. Il n'y a pas vraiment une façon de les dénoncer. Tout à l'heure, Julie disait que les statistiques, admettons, entre autres, servent à financer, admettons, des organismes communautaires, entre autres. Mais le fait aussi qu'on ne dénonce pas les crimes lesbophobes et qu'on ne les nomme pas tels qu'ils sont là, qu'on ne dit pas ouvertement cette femme-là a été tuée parce qu'elle était lesbienne, ça permet en fait qu'on n'en parle pas. C'est une façon de les invisibiliser, donc de rendre encore plus vulnérables les personnes sensibles ou qui pourraient faire l'objet de cette sorte de violence. Donc, il faut en parler, il faut vraiment... il existe un projet aussi qui n'a pas eu comme beaucoup d'intérêt en général, mais de documenter et de compter les numéros des crimes lesbophobes et homophobes qui existent dans le monde pour vraiment démontrer le nombre de personnes qui meurent à cause de ça, que c'est vraiment immense. Julie disait, à moins que je me trompe, qu'à peu près, disons, la communauté LGBT au monde, c'est 10%, mettons là-bas dans une société, mais on va le voir au niveau global, c'est 10-15% de la population. Ça encore là, c'est les personnes qui s'identifient ouvertement en tant que lesbiennes, et il y a des personnes qui ne s'identifient pas ainsi, donc on ne peut pas les compter, mais si, disons, au moins la moitié de ces personnes-là sont vulnérables à vivre toutes ces sortes de maltraitances et de violences, je pense que c'est énorme, ça ne devrait pas exister. De la même façon qu'on dit qu'une féminicide est de trop, même une c'est de trop, il ne devrait même pas exister. Et encore moins
qu'on puisse ajouter comme toute cette intersectionnalité de situations où le fait d'être une femme, d'être lesbienne, d'être pauvre, de ne pas être très scolarisée, d'appartenir à une certaine société et religion, bah, comme on l'a vu, ça nous rendre très, très, très vulnérables. Donc, si on peut avancer, juste, je pense que c'est la dernière diapositive. Je ne me souviens plus exactement, mais on va le découvrir. Oui. Moi, comme je vous disais, moi aussi, je m'identifie, je suis lesbienne, en fait. Puis, j'ai vécu dans ma vie beaucoup de lesbophobie. Puis, j'ai toujours eu la sensation de vivre comme dans des sables mouvantes. Donc, les sables, comme vous les voyez probablement à la télé, commencent comme à nous manger, à nous absorber et à nous asphyxier. Et elles finissent par nous faire disparaître et pour nous étouffer. Je trouve que la lesbophobie, c'est c'est une bonne métaphore pour la lesbophobie, étant donné qu'elle nous restreint de plus en plus l'espace dans la société et que ça finit pour nous étouffer et ça nous empêche de plein de choses comme les mouvements. Et en parlant des mouvements, je dis les mouvements dans une société, mais aussi, comme Marie-André avait évoqué à un moment donné, j'étais aussi bénévole pour des organismes qui travaillent auprès des personnes réfugiées. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici au Canada en tant que demandeurs d'asile. Puis malheureusement, ces personnes-là, non seulement ont vécu dans leur pays d'origine les violences dont on a déjà parlé, mais aussi lorsqu'ils font face à le système d'octroi ou de reconnaissance le statut de réfugié, il y a tellement d'entraves pour les personnes, notamment pour les personnes bisexuelles, parce que pour beaucoup de personnes, tant que tu peux finalement t'identifier à deux, pourquoi tu ne t'identifies pas à celui qui te fait comme moi des troubles dans ta vie? Donc, si tu es une femme, puis tu peux aussi comme t'identifier genre comme hétérosexuel, ne te casse pas la tête. La solution, c'est que tu deviennes genre hétérosexuel, puis que tu laisses ton côté bisexuel de côté. Les personnes qui ne s'identifient pas genre, au genre de naissance, aussi, encore une fois, les gens suivants invitent la personne de développer plutôt des stratégies de survie et de, de conformer à ce qu'ils sont pour pouvoir vivre d'une façon sécuritaire. Et comme on peut très bien l'imaginer, ce n'est pas possible. On ne peut pas être une autre chose qu'on ne l'est pas. Puis, souvent, il y a aussi beaucoup de méconnaissances où les gens pensent qu'étant donné, par exemple, qu'ici la religion n'est pas si forte, admettons, que dans d'autres pays, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas parler de la violence qui peut exercer la religion. Puis, les gens ne comprennent pas non plus souvent la nuance que le fait qu'il n'existe pas de loi qui interdisent la discrimination, ça rend vulnérable une personne. Ou même aussi, souvent, dans d'autres pays, on ne connaît pas les mêmes mots. Il y a des personnes, ça m'est déjà arrivé dans certaines audiences, où la personne n'arrive pas à se définir telle qu'elle comme lesbienne, parce que la personne ne connaît pas les mots, ça ne lui dit rien par rapport à sa langue, à sa culture, etc. Donc, cette personne-là est encore punie, et étant donné qu'elle ne s'est pas identifiée en tant que lesbienne, elle est refusée en tant que réfugiée, puis elle doit quitter le pays et retourner au cercle de violence. Donc, j'espère avoir pu comme, donner un portrait général de comment on vit en tant que lesbienne ailleurs. Puis, merci beaucoup.